Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Cet épisode est le deuxième d'une collection qui s'appelle Conversations thérapeutiques. Tous les mois, je vous propose de partager mon échange avec Alix Georges, hypnothérapeute et thérapeute au sens large, déjà intervenue dans Réel à plusieurs reprises. Elle aide au quotidien de nombreuses personnes et j'ai eu envie d'aborder avec elle plusieurs thématiques de société qui nous concernent tous. Le premier épisode parlait du travail et cette fois nous parlons de ce qui occupe souvent nos pensées à toutes et à tous, le couple. Qu'est-ce que le couple aujourd'hui ? Qui rencontre-t-on lors de la rencontre amoureuse et qu'est-ce qu'elle provoque en nous ? Pourquoi tant de divorces et de séparations à l'heure actuelle ? Pourquoi est-ce que l'on trompe l'autre ? Que signifie psychologiquement rompre avec quelqu'un ? En quoi la société d'aujourd'hui a-t-elle modifié la notion de couple et de rencontre ? Et enfin, quels sont les secrets des couples qui durent ? Allez, je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette conversation thérapeutique avec Alix Georges. Alix, merci beaucoup d'être de nouveau avec moi dans le podcast. C'est le deuxième épisode de nos conversations thérapeutiques. C'est comme ça qu'on a décidé de les appeler, qu'on nomme nos échanges. J'avais envie avec toi d'évoquer certains sujets. La dernière fois, on a évoqué le travail. Et cette fois, j'ai envie de parler du couple. Alors, le couple homosexuel ou hétérosexuel, hein, bien entendu, je le précise. Qu'est-ce que c'est que le couple sociologiquement et psychiquement ? Bonjour Estelle, merci beaucoup de ton invitation. Alors le couple, un vaste sujet. Donc effectivement, sociologiquement d'abord, le couple c'est une institution. Ouais. Donc c'est une institution qui aujourd'hui, c'est intéressant de le mentionner, a évolué par rapport aux dernières années, puisque le couple, la caractéristique du couple aujourd'hui, institutionnellement encore une fois, c'est qu'il s'est dégagé de la notion de famille. Ouais. Auparavant, il était très corrélé à la famille. C'est vrai. Aujourd'hui, on part, si on n'est pas heureux, on divorce. Les taux de divorce à Paris, tu les connais, c'est... Ça explose. Exactement, c'est en moyenne 50%, un petit peu moins sur toute la France, mais ça reste un chiffre élevé. Et aujourd'hui, donc, la caractéristique sociologique, c'est que le couple existe pour lui-même. Ouais. Ensuite, à la différence de l'époque où c'était autour du noyau de la famille. Un couple, ensuite, c'est à mon avis ce qu'on va discuter aujourd'hui, il a une dimension relationnelle. C'est un homme et une femme, ou un homme et un homme, ou une femme et une femme. Ouais. Et c'est ça, je pense, aujourd'hui, dont on va parler. Ouais, exactement. Et psychiquement, du coup, c'est en ça que tu voulais dire que c'était relationnel ? Oui, en fait, il me semble que c'est la dimension qui peut être intéressante de discuter aujourd'hui. D'accord. C'est qu'est-ce qu'un couple psychiquement ? Ça serait ça, en fait, la question. C'est ça, exactement. D'accord. Qu'est-ce que ça représente, en fait, aujourd'hui ? Ok. Alors, psychiquement, qu'est-ce que c'est qu'un couple ? Vaste question. Ouais. Je propose de l'aborder sous qu'est-ce qui fait la rencontre, si ça te va, comme question. Okay. Qu'est-ce qui fait la rencontre ? D'accord, ok. Premièrement, la rencontre, on peut dire qu'elle est toujours guidée par un aspect biologique. C'est en fait un aspect que même nous, on maîtrise pas. C'est l'attirance. L'attirance à travers des signaux visuels, des signaux olfactifs, des signaux acoustiques, les hormones qui se mettent en place. On pourrait dire que c'est une strate purement biologique qui est une strate pour favoriser la reproduction. Première strate de qu'est-ce qu'une rencontre, qu'est-ce que l'attirance. Deuxième strate, c'est une strate en fait que les sociologues ont bien démontré, qui est une strate sociologique. On a tendance à se rencontrer dans son milieu, dans sa fac, dans son entreprise, dans son quartier. Le fameux qui se ressemble s'assemble. On pourrait se dire que c'est ça. Mais qu'est-ce qui se passe d'autre ? Pourquoi est-ce que dans ce cas-là, on n'est pas en couple avec plus de monde ? Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est là qu'il y a quelque chose de plus complexe et de psychique pour répondre à ta question qui entre en question à ce moment-là, qui est en fait, on est attiré
par celui, et c'est là où la psyché entre en compte, exactement. Ouais. Nous sommes attirés par celui dont nous avons le fantasme qui va nous sauver de nos blessures. Et pour moi, c'est ça un couple, en fait. C'est toujours notre inconscient qui va choisir notre partenaire. Et c'est là où la dimension biologique et la dimension sociologique ne sont pas suffisantes, puisque un couple, c'est aussi une dimension psychique. On ne choisit jamais par hasard. Il y a des déterminants subtils et puissants qui nous rapprochent l'un de l'autre dans le couple, qui sont guidés par notre inconscient. Et c'est Freud, en fait, qui a le premier mis en évidence, justement, qu'on ne rencontre que ce qui existe déjà dans notre inconscient. Il disait « Trouver l'objet aimé n'est en somme que le retrouver ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, l'amour, le couple, c'est un emboîtement de deux névroses complémentaires. On tombe toujours en amoureux, en résonance avec nos blessures. Il y a à ce moment-là, et c'est pour ça que c'est souvent hyper fort, la rencontre amoureuse, il y a une collusion psychique quasi oedipienne, où la plupart du temps, on a tendance à choisir quelqu'un qui nous rappelle ou au contraire s'éloigne des traits de nos parents. C'est pour ça que je parle d'Oedipe. Pas de façon purement superposable, bien entendu, mais à travers les représentations inconscientes des imagos parentaux que nous portons en nous. Est-ce que c'est clair ? Alors, les imagos parentaux. J'ai compris que c'était les images de la mère et du père, mais en fait, les imagos parentaux, c'est pas les images purement superposables de nos parents, ce sont les images telles que nous les avons modélisées et projetées dans notre enfance sur nos parents. D'accord. Et ce qui se passe quand on rencontre quelqu'un, c'est qu'on a souvent, au début, c'est le fameux l'amour rend aveugle, le fantasme que l'autre va nous sauver, comme on aurait aimé être sauvé de nos blessures quand on était enfant, des blessures que nous portons en nous. D'accord. C'est ça, une rencontre. Psychiquement au début, c'est ça qui se passe. Le sauveur serait la mère ou le père, c'est ça ? Non, c'est une représentation de ce que on aurait aimé que nos parents nous apportent, ce qui nous a blessé en nous, profondément en nous, et qu'on a tous une faille, en fait. On a tous une blessure en nous. Et on a le fantasme que l'autre va nous guérir de ça. Mais c'est important de dire que tout le monde a des blessures qui ne sont pas forcément liées à un comportement. Enfin, tout le monde a des blessures. Tout le monde a une blessure. Elle n'est pas du tout liée à de la maltraitance. Elle est inhérente à la nature humaine. À la condition humaine. Exactement. En quoi la rencontre amoureuse est-elle un bouleversement intime ? Et qu'est-ce que ça provoque en nous ? Qu'est-ce qui se passe en nous au moment d'une rencontre ? C'est cette fameuse collusion dont je te parlais tout à l'heure, en fait. Une rencontre amoureuse, c'est pas neutre, c'est quelque chose de fort, en fait, qui va atteindre notre psyché. C'est pour ça, en fait, qu'au début, il y a une forme de violence dans la rencontre amoureuse. Il y a même quelque chose qu'on pourrait dire qui est à la limite du pathologique. C'est les fameux papillons dans le ventre, l'espèce d'aveuglement qu'on a tous, que l'autre va tout nous apporter. On est complètement submergé d'hormones, en fait, à ce moment-là. C'est une partie très, très archaïque et primitive de nous-mêmes qui parle, en fait, c'est quasiment notre cerveau reptilien qui est touché, impacté. Et ensuite, c'est ça qui est intéressant, il y a une baisse du taux d'hormones et se mettent en place des choses à ce moment-là qui sont en lien plus avec la réalité, d'une certaine façon. C'est vraiment le proverbe « l'amour en rend aveugle, le mariage rend la vue » que je suis en train de décrire. Ça commence toujours par une petite dispute. En fait, au début, on idéalise et on surévalue l'autre. Exactement. On a tous, je pense, connu ces moments-là. Exactement. Et tout d'un coup, une petite dispute, une discussion anodine, je caricature, évidemment, mais ça se passe souvent comme ça, fait que quelque chose qui est plus en lien avec la réalité, avec nos blessures, se met en place et qu'on rentre, en général, au bout de 6 mois à 2 ans, dans le dur. On va dire que c'est le moment où la vie à deux commence réellement. On s'installe et on commence à être confronté au quotidien, en fait. Tout simplement, les hormones aussi quittent notre corps. Ça, c'est purement biologique. C'est important de le rappeler. C'est au bout de 3 ans. T'y crois à ce truc-là ou pas ? La mort dure 3 ans. Je dirais que c'est plutôt 6 mois à 2 ans. Ok. mais il faut que quelque chose s'installe. C'est obligatoire. Enfin, sinon, la rencontre, c'est même pas une vraie rencontre, en fait. Enfin, puisqu'au début, on est aveuglé par nos fantasmes. C'est ce qui se passe, en fait, dans notre psyché. Il faut qu'on rencontre l'autre. Et c'est souvent à ce moment-là, en fait, que c'est pour ça qu'il y a pas mal de couples qui se séparent entre 6 mois et 2 ans. Exactement. Je te laisse poser. Non, mais c'est qu'en fait, tu en as parlé en amont, mais pourquoi on se sépare ? Pourquoi on divorce ? Alors justement, parce que souvent, donc, dans cette fameuse période,
je caricature évidemment, hein, c'est beaucoup plus compliqué, mais on s'arrête à ce stade parce qu'en fait, on se retrouve dans un schéma où on n'arrive pas à aller plus loin et on se retrouve toujours avec le même type de partenaire. On connaît les gens qui choisissent toujours les mêmes personnes et qui ne vont jamais plus loin parce que l'inconscient, il fonctionne de toute façon par processus de répétition. Et souvent, donc, s'installe dans le couple une dynamique, en fait. C'est pour ça que ça ne marche pas. Une dynamique dominant-dominé qui peut alterner, avec des conflits, des attitudes de fuite en avant, notamment la tromperie, notamment se masquer la situation en s'abrutissant de travail, en restant derrière les écrans. Je donne des exemples du quotidien. Parfois, la personne qui est victime reste, surtout dans la blessure de la maltraitance. C'est le fameux exemple de l'enfant qui a été battu, qui se retrouve battu ensuite dans son couple. C'est un exemple pour expliquer la récurrence des blessures. Et il y a beaucoup de couples en fait qui se séparent à ce moment-là. Ouais. Tu viens d'en parler, mais sur la fuite en avant, sur l'adultère, la tromperie, enfin, on l'appelle comme on veut, ou sur le fait d'aller voir ailleurs. Oui, exactement. C'est un peu ça. J'ai lu pas mal de choses d'une dame qui s'appelle Esther Perel. Qui je crois est franco-américaine ou elle est belge à la base, mais elle a vécu aux États-Unis. J'arrive pas bien à cerner la pensée qu'elle essaie de diffuser, mais j'ai cru comprendre que elle tentait de démystifier le fait de se tromper, ou en tout cas elle l'expliquait. Mais voilà, je t'en ai parlé quand on a préparé l'interview, mais parce que c'est quelque chose. Encore une fois, j'ai pas creusé, donc je sais pas vraiment de quoi il ressort. Mais selon toi, pourquoi est-ce qu'on trompe ? Alors, Esther Perel... Même le terme tromper, finalement, il est... parce qu'un jour, on m'a dit, dans la vie, on ne trompe que soi. Oui, c'est sa thèse, voilà. en fait. C'est une psychologue belge donc, qui a exploré... en fait, toute sa pensée, elle a exploré la contradiction fondamentalement humaine, entre la nécessité de la sécurité, donc qui est apportée par l'institution justement du couple, par l'appartenance, par la proximité, et la nécessité de liberté d'autre part. Donc la nécessité de désir, d'aventure, de distance. Donc cette dichotomie entre sécurité et liberté qui est inhérente à toute relation humaine, pas que celle du couple. Et à partir de là, parce qu'elle a beaucoup étudié, elle a beaucoup reçu de couples en fait, elle a écrit un livre qui s'appelle « Je t'aime, je te trompe », repenser l'infidélité pour réinventer son couple. Sa théorie, c'est d'expliquer qu'en fait l'adultère n'est quasiment jamais le signe d'une agressivité envers l'autre, c'est toujours le signe, selon elle, justement de vouloir se retrouver soi-même. Elle explique qu'en fait, on trompe son partenaire. C'est assez intéressant d'ailleurs sa thèse en fait. Elle explique que le ressort psychologique de la tromperie, c'est souvent la conscience de la mort derrière. C'est quand quelque chose pousse quelqu'un à se demander quelle autre personne il pourrait être. Tu vois cette notion en fait. Donc, et c'est assez intéressant. Et donc, elle explique qu'en fait, on trompe souvent quelqu'un pour se sentir vivant, pour se différencier, pour pousser qui on pourrait être si on avait une autre vie. Oui, dans la perspective de peur de la mort, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qu'elle explique effectivement. Pour échapper à cette peur-là inconsciente. C'est ça. C'est le ressort psychologique qui est derrière ça. Et je trouve que ce qui est intéressant aussi dans ce qu'elle dit, en fait, elle explique que ce qui est intéressant, le couple n'est jamais dans le champ de la morale. Ça n'existe pas en fait. Enfin, c'est un philosophe qui s'appelle Pierre Zawi justement qui avait dit, il n'y a pas de valeur morale qui permette a priori de normer la vie du couple, sauf la liberté de parole. Donc, ça pourrait d'ailleurs rejoindre aussi ce qu'on est en train de dire, la question du consentement dans les couples libres en fait. Si les couples sont consentants, et on parle, la morale n'entre pas en fait dans le champ de... Oui, puisque c'est comme un contrat entre deux personnes exactement. Oh là là Excuse-moi. Qui sont adultes et consentantes. Qui sont adultes et qui décident du contenu du contrat et de leurs obligations ou non-obligations réciproques. C'est ça. Et elle, en plus, ce qui est assez intéressant dans sa pensée, c'est que comme elle évolue dans une société américaine qui est souvent très moralisatrice ou moralisante, en fait, elle explique que ce qui est très important de distinguer, mais tout ça, c'est au niveau psychique, ce n'est pas le fait que c'est mal, puisqu'encore une fois, la morale n'entre pas en compte, mais que ça fait mal.
Et ça, c'est autre chose. Ouais. Et c'est là où je trouve que sa pensée va un petit peu plus loin que simplement je fais ça pour moi, pour me retrouver, etc. Dans un couple, on n'est pas tout seul. Bien sûr. Donc, il ne s'agit pas... Enfin, ça fait mal. Et elle explique justement que ça fait mal. Et elle explique que la trahison, c'est une blessure qui est profonde. Bien sûr. Un couple, c'est 2 personnes. Donc, quand il y en a un qui trompe, il trahit l'autre, en fait. Sauf, encore une fois, s'il y a une relation consentie, si c'est consenti dans le couple. Et elle explique que justement, c'est dans la guérison de cette trahison que peut-être une refonte du couple va être possible. D'accord. Oui. Parce qu'au moins, on aura ouvert une sorte d'authenticité, de véracité, etc. Exactement. Mais cette trahison, elle n'est pas toujours... elle n'est pas forcément... surmontable. Exactement. Ouais. Bah oui, ça fait mal. Et ça, elle le dit. Enfin, elle l'explique bien, justement. Sa thèse, c'est pas que de dire tromper pour se retrouver soi-même. C'est pas exactement ça qu'elle dit. C'est ce que j'avais cru comprendre, mais tu fais bien de me rectifier. Oui. Alors, on a parlé de la tromperie, mais qu'est-ce que signifie psychologiquement le fait de rompre avec quelqu'un en sachant que moi-même, j'ai pris du recul sur le mot rupture, si tu veux. C'est-à-dire qu'en fait, une rupture, finalement, elle est dans 3/4 des cas, enfin, peut-être pas 3/4, mais... C'est difficile de rompre, tu vois, le terme de rupture qui est vraiment... Il y en a qui n'arrivent pas à rompre du tout. Donc, qu'est-ce que ça signifie, ce qu'on entend aujourd'hui comme étant une rupture ? Tu as raison, effectivement, d'en parler. La rupture, il y a une philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Claire Marin, qui est une philosophe contemporaine, qui a écrit un essai qui s'appelle Rupture et qui explique qu'une séparation, une rupture... est toujours d'une immense violence psychique. Et qu'en fait, c'est en contraste ceci avec le fait qu'aujourd'hui, la rupture, elle est devenue généralisée, banale. Oui, j'ai rompu avec quelqu'un et ça y est, on passe à autre chose. C'est pas vrai, en fait. Puis, excuse-moi, je te coupe, mais il y a même le fait de ne jamais se mettre ensemble tout en l'étant. C'est-à-dire qu'avec la surconsommation de rapports via les applications, etc., c'est-à-dire qu'on a presque... automatiser la rupture. Exactement. Et alors que justement, ce n'est pas banal. La rupture, ça fait toujours mal. Une séparation, un divorce, même consenti. En fait, pourquoi ? Parce que psychiquement... le ghosting aussi, tu vois, je pense à tous ces phénomènes où, en fait, qui sont des ruptures sans lettres, quoi. Oui. Et elle explique que justement, il y a une violence du manque dans le ghosting, dans la rupture, même si elle est institutionnalisée à travers le divorce, qui dit en creux combien, en fait, nous construisons par essence, nous les êtres humains, dans la relation et dans l'amour. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on rompt, il y en a souvent un qui a plus mal que l'autre, mais il y a toujours une atteinte, en fait, quelque part, et les fêlures intimes vont se rouvrir à ce moment-là. Il y a une douleur. Quand l'être qui nous était si familier, tout d'un coup, devient étranger, c'est vrai qu'il y a une forme de bizarrerie, en fait, à ça. On vit totalement avec quelqu'un, et tout d'un coup, on part sur 2 trajectoires différentes, sans nous. Puis il y a des gens qui vivent plus ou moins bien une rupture, c'est-à-dire que c'est proportionnel aux failles qu'on n'a peut-être pas réglées avant, ou qu'on n'a peut-être pas analysées. Oui. Il y a des gens qui se remettent pas des ruptures uniquement parce qu'ils n'avaient pas peut-être fait un travail précédemment sur eux. Sur la grande question psychologique qui mériterait un autre podcast, qui est la question de la séparation de façon générale. Parce qu'on dit en psychologie que la séparation, c'est le trauma numéro 1. Quand on sort du ventre de la maman, en fait, on se sépare. Quand on ne veut pas dormir la nuit et qu'on a un petit bébé de 14 mois. C'est qu'on ne supporte pas la séparation. Et après, pour aller un tout petit peu plus loin sur la rupture, pourquoi rompre ? Ça, c'est une autre question qui est, à mon avis, intéressante. C'est un peu les mêmes raisons que pour lesquelles on va tromper, non ? C'est pour vivre une autre vie ? Alors justement, c'est ce que tu dis. Parfois, en fait, il y aurait 2 versants à la rupture. Parfois, il y aurait cette espèce d'illusion dans le fait qu'on va enfin se révéler, se découvrir soi-même. C'est toujours après une rupture, quand c'est voulu par la personne, il y a un espèce d'élan vers une autre vie. Vital. Qui malheureusement est souvent contrée par la réalité. Enfin, malheureusement, heureusement, c'est comme ça. Il y a un autre versant à la rupture qui est aussi parfois la nécessité de quitter son environnement qui est devenu toxique, qui est devenu étouffant, le fameux environnement de la récurrence de l'inconscient qui fait qu'on va tout le temps choisir le même partenaire, etc. Et qu'on a besoin justement de cette rupture pour se sauver soi-même. Donc il y a 2 versants. C'est presque de l'instinct de survie. Ouais. Il y a 2 versants. Il y a un versant... Enfin, la rupture, elle est ambivalente. Elle est ou illusoire ou salvatrice. Ça dépend de chacun.
Très intéressant. Mhm. Et puis il y en a surtout qui pensent qu'elle est salvatrice, mais qu'elle est finalement illusoire. C'est ça. Selon toi, en quoi la société d'aujourd'hui a-t-elle modifié la notion de couple et de rencontre ? Oui, question très très importante à l'heure actuelle, puisque comme je te disais, ça fait un certain nombre d'années, mais finalement assez peu d'années à l'échelle humaine, que le couple a été redéfini dans son institution. Donc aujourd'hui, le couple vit par lui-même, en fait, comme je te disais en début de podcast. Il y a la philosophe sociologue qui s'appelle Eva Illouz, je ne sais pas si tu as entendu parler d'elle, qui a écrit un essai il n'y a pas très longtemps qui s'appelle La fin de l'amour, et qui en parle en fait comme un désarroi contemporain. En fait, elle explique, et ça va répondre à ta question, qu'aujourd'hui nous avons trop le choix. On veut un match à tout prix. Et que c'est génération Tinder, si je caricature, et que ça, c'est antinomique avec le principe de rareté qui est inhérent au désir. En fait, pour elle, l'amour, c'est un sentiment pour lequel il faut savoir se donner le temps, les moyens culturels, psychologiques, collectifs, individuels. C'est l'inverse en fait d'un match. Et elle a fait des travaux de recherche et démontré en quoi justement les plateformes de sites spécialisés tentent à désorganiser et déstructurer les mailles de ce qui constitue autrefois les rencontres. Autrefois, on prenait le temps de la rencontre. Aujourd'hui, le désir, le désir, il est par définition basé sur un principe de rareté. La rareté, elle est désirable et elle rend désirable. Et Internet, en fait, a transformé l'amour en marché où les principes d'abondance deviennent totalement dominants, ce qui déjoue, en fait, le principe clé du désir qui est la rareté. Donc, aujourd'hui, ce qui se passe, encore une fois, je ne veux pas du tout généraliser, mais il y a un dérèglement général de la mécanique du désir. Tu vois ce que je veux dire ? Du fait de cette abondance, du fait de cette immédiateté, c'est ça. Et du fait d'une autre notion qui, à mon sens, est très importante, qui est qu'aujourd'hui, on veut se retrouver sur des goûts communs à tout prix. On peut, par exemple, je sais pas, sur les applications, choisir quelqu'un qui aime, qui a les mêmes opinions politiques, qui a les mêmes goûts que nous. Et en fait, ce qu'elle explique, et ce que les philosophes expliquent de façon générale, c'est que nous ne sommes pas définis par nos modes de consommation, nous ne sommes pas définis par nos goûts. L'intimité, là, c'est totalement autre chose. C'est ça. C'est ça qui est terrible. Oui. Ça veut dire qu'en fait, le mode de consommation a pris le pas sur la mécanique du désir. Exactement. Et on n'a même plus le temps de l'écouter, cette propre mécanique du désir de chacun, puisqu'on est faussé par... une proposition, enfin une offre. Exactement. Ouais. Mais une fausse offre. Si oui, bien sûr. Oui. Oh, c'est horrible. C'est sa thèse à elle. Encore une fois, il y a plein... Après, c'est sa thèse, mais honnêtement, je pense qu'elle a raison sur plein d'aspects. J'ai pas lu le livre. Mais effectivement, comment peut-on désirer quelque chose qu'on a sous le nez en permanence ? En sachant, en plus, que ce qu'on nous dit désirer n'est pas forcément ce qu'on désire au fond. Ah ouais. Tu vois, c'est encore plus compliqué que ça. Ouais. Oui. Mais est-ce que le fait que nous, génération plus proche de la quarantaine que de la vingtaine, oui. Est-ce que tu sens, là je sors un peu du sujet, mais peut-être que la génération plus jeune a pris l'habitude de ça. Tu vois ce que je veux dire ? Comment eux finalement ils vont s'aimer ? Parce que c'est... Je me pose la question, quand j'observe les jeunes qui ont entre 14 et 20 ans là aujourd'hui, et je me dis, mais peut-être que eux, si tu veux, ils ont complètement intégré cette nouvelle manière de s'aimer, en fait. Peut-être que c'est nous qui portons un regard, entre guillemets, un peu démodé, tu vois, sur la manière de s'aimer, parce que finalement, aujourd'hui, on nous dirait, non, s'aimer, c'est attendre patiemment devant un téléphone qui ne sonne pas, envoyer des missives. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est, si ça se trouve, nous-mêmes, on trouverait has-been un amour du 19e siècle. Oui, mais peut-être qu'eux-mêmes, ils nous prennent pour des vieux, tu vois, enfin... voilà, je me dis, est-ce que c'est pas la nature des choses ? Enfin, non, c'est pas ça que je pensais. Est-ce que c'est pas naturel que les choses changent ? Oui. Ou est-ce que c'est dangereux ? Tu vois ? On n'aura pas la réponse. Ouais. En fait, que les modes de rencontre évoluent. Oui, effectivement, à l'époque, on s'envoyait des lettres, des pigeons voyageurs pour se draguer. Ouais, aujourd'hui, oui, évidemment, il faut vivre avec son temps. Qu'ensuite, dans la thèse d'Eva Illouz, qu'il y ait une subversion de ce que
est le désir par essence. Ça, c'est dangereux. Bien sûr. Voilà. Ensuite, que l'être humain reste l'être humain et que la rencontre amoureuse avec sa magie perdure. Non, perdure. Je pense que oui. Enfin, ça, c'est évident. On reste, même si effectivement, Internet a probablement fait changer pas mal de choses, on reste des êtres humains. On est toujours... on peut croiser quelqu'un au coin de la rue, tomber amoureux, apprendre à connaître. Et ça reste... Enfin, là-dessus, je suis quand même très optimiste. Ça reste le ciment de ce que c'est qu'être un être humain. Alors, selon toi, c'est quoi les secrets pour qu'un couple dure ? Grande question. J'ai pas de conseils ou de secrets à donner, mais en fait, c'est peut-être effectivement rentrer dans ce que moi j'appelle le couple conscient. Si déjà vouloir que ça dure. Je pense déjà, que déjà, il faut vouloir tous les deux, enfin que les deux personnes, même les plusieurs personnes, je sais pas, veulent que ça tienne. Je dirais plus que vouloir, c'est choisir. Ouais. Enfin, c'est les deux. C'est le vouloir et le choisir. Parce que effectivement, quand on sort de cette phase que je reprends tout à l'heure de couple, justement, quand on se rend compte que l'autre ne va pas nous sauver, ce qui est quand même le moment où souvent on se sépare. Et on ne se le conscientise pas, ce que je suis en train de te dire. Mais c'est souvent un moment, quand je te disais, quand on se rend compte qu'on est toujours avec les mêmes types de personnes et qu'on se sépare et qu'il y a cette récurrence. C'est très important ce que tu dis. C'est-à-dire qu'en général, c'est vraiment cette illusion de croire que l'autre va nous sauver. Oui. Et en fait, il y a un moment où on peut choisir de s'ouvrir à l'autre. C'est pour ça que je parle de choix. C'est un choix moral, éthique, responsable, conscient. Choisir, parfois c'est pas possible, parce que l'autre en face ne va absolument pas répondre à notre désir. C'est ça. Notamment quand il est maltraitant. Mais il y a un moment où on peut choisir de s'ouvrir à l'autre, où on va décider de le connaître, vraiment, en se départissant du fantasme qu'il va nous sauver. Et évidemment, ça se passe dans les deux sens. Bien sûr. Évidemment. Donc c'est le couple que moi j'appelle le couple conscient, où chacun des deux va comprendre qu'il n'est pas responsable des relations négatives de son conjoint et qui va comprendre que durant les crises, en fait, que c'est peut-être lui qui a inconsciemment et involontairement réactivé la blessure de l'autre et qui va pouvoir en parler consciemment et réexpliquer calmement ce que l'autre a mal perçu. Bon, ça s'appelle communiquer, en d'autres termes. Oui, mais qui est le problème principal des couples. Ah oui, c'est le problème numéro 1, c'est que souvent, je vais encore une fois un petit peu caricaturer, mais quand on s'engueule, quand on s'engueule, la demande cachée, c'est souvent, la demande est souvent une demande cachée. De comprends-moi. Oui, oui, parce que souvent, je pense que tu as connu ces exemples, on s'engueule sur une broutille, alors que derrière, la demande est une demande bien plus d'amour, de compréhension, de quelque chose de beaucoup plus fondamental. Donc en fait, à ce moment-là, quand ça se passe, ce qui va se faire, c'est qu'on va mutuellement se libérer en quelque sorte de nos blessures et on va vraiment rencontrer l'autre. L'autre avec un grand A. C'est ça. Une vraie rencontre, en fait. Il y a une vraie rencontre qui se passe à ce moment-là. En fait, il y a deux rencontres, Il y a ceux qui passent le cap de la première et qui ne passent pas le cap de la première, puis ceux qui rentrent dans la deuxième, finalement. C'est ça. Et c'est le moment où, dans le couple, on a plus d'espace pour faire des choses créatives, pour devenir un couple créateur, constructeur. On ne demande plus à l'autre d'être différent de ce qu'il est, mais on vit dans le respect en ayant choisi, en fait, de s'ouvrir à l'autre. Et là-dessus, justement, je reviens sur le philosophe Pierre Zaoui, que je citais tout à l'heure, qui explique qu'en fait, pour lui, un couple est vivant quand il n'est ni en guerre perpétuelle, ni en fusion silencieuse. J'aime bien cette notion, en fait. Sûr. Parce qu'il ne s'agit pas non plus d'être en fusion silencieuse, de se faire croire que tout va bien. C'est ça. Et en fait, il explique que le couple doit tout le temps être capable de se parler de lui-même, sans jamais craindre les incompréhensions et les malentendus. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a le droit de ne pas s'entendre, on a le droit de ne pas avoir les mêmes opinions, mais le tout, c'est de tout le temps actualiser la discussion parce qu'on s'aime et que l'amour, c'est encore une dimension au-dessus. Après, il y a des gens en fusion silencieuse qui durent des années. Oui. Je pense. Oui, c'est vrai. Je pense comme ça quand tu m'en parles à des exemples que j'ai de personnes qui intellectualisaient pas du tout le couple et je pense à la génération qui nous a précédés, tu vois, mais qui se disaient c'est comme ça et puis on avance, tu vois. C'est-à-dire que nous, on est venus, on est obligés de se poser des questions. Mais voilà, écoute, en tout cas, moi, j'ai compris pas mal de choses grâce à toi. Merci. Tu vois, comme quoi, on apprend tous les jours. Mais c'est vrai que j'aime bien cette notion de dire, voilà, il y a une première rencontre et une deuxième rencontre finalement. Enfin, si je me permets d'être un peu didactique. Mais, Et entre les deux, il y a toujours un moment de désillusion qui est nécessaire. C'est ça. Enfin, en fait, désillusion / retour à la réalité. Ouais, c'est ça. Qui est nécessaire. Oui.
Écoute, vraiment, merci beaucoup Alix, parce que j'ai adoré cet échange. Je t'en prie. Est-ce que je peux terminer sur une citation? Bien sûr, avec plaisir. Sur une citation de Lévinas, qui est un philosophe que j'adore et qui, pour moi, justement, à travers ses écrits sur la rencontre avec l'autre, le visage de l'autre, en fait, explique parfaitement ce que c'est que l'amour, à mon sens. Il y a une citation que j'ai notée qui dit, de Lévinas, donc, « Eros est la relation avec l'altérité, le mystère, c'est-à-dire avec l'avenir, avec ce qui, dans un monde où tout est là, n'est jamais là. » Citation très complexe, à méditer, mais qui parle de ce mystère inhérent à l'amour, à la rencontre avec l'autre, quand vraiment on choisit de le rencontrer, qui nous offre un ailleurs merveilleux. Qui peut être imaginaire en plus. Ou réel, justement. Oui. Bon, ça mériterait qu'on en parle pendant des heures. Mais écoute, je rappelle quand même ton activité, je l'aurais rappelé en amont de l'épisode bien sûr, mais tu es hypnothérapeute. Les gens peuvent te joindre en allant se rendre sur ton compte, sur ton site internet, alixgeorges.com. Il faut regarder sur Google Alix Georges, hypnothérapie. Voilà, ok. Merci beaucoup Alix, à bientôt. On va se reparler pour un 3e épisode prochainement des conversations thérapeutiques. Merci beaucoup Estelle, à bientôt. Voilà les amis, c'est la fin de cette interview, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager l'épisode via les plateformes d'écoute comme Acast, Apple Podcast, Spotify ou votre application de podcast préférée. Le partage et la notation du podcast sont super importantes pour moi, donc je compte sur vous pour mettre des étoiles et des commentaires là où c'est possible. Pour vos suggestions d'invités, n'hésitez pas, je suis joignable sur le compte Instagram du podcast, Réel Podcast. Merci encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter Réel et à très vite pour un prochain épisode.